Le 14 juin 1944, précisément à 8h47, à 5 km à l'ouest de Caen, en France, un char Sherman était immobile derrière une grange en pierre effondrée. Le moteur tiquait en refroidissant. À l'intérieur, l'air sentait la cordite brûlée et la sueur. À travers le périscope du commandant, le caporal James Hewitt pouvait voir la lisière des bois à 220 mètres, sombre et silencieuse. Trop silencieuse. Il l'ignorait encore. Mais dans les 8 minutes suivantes, son pourvoyeur allait faire quelque chose de si peu orthodoxe, si totalement contraire à la doctrine, que certains le qualifieraient de téméraire, d'autres de brillant, et qui serait finalement étudié dans les cours de guerre blindés pendant des décennies. Les Allemands étaient là, à l'affût, patients, et son équipage allait affronter quelque chose pour lequel aucun entraînement ne les avait préparés. Personne ne s'attendait à ce qu'ils survivent à la matinée. Le soldat de première classe, Danny Kowalski, n'était pas né soldat. Il était né épicier, un employé de Pittsburgh, Pennsylvanie. Un gamin maigre aux mains rapides et à la tête bien organisée. Son père tenait une petite épicerie de quartier dans le Polish Hill. Et dès l'âge de 12 ans, Danny tenait la caisse, rangeait les rayons, faisait la rotation des stocks. Il pouvait repérer une boîte périmée de l'autre côté d'une allée. Il pouvait réapprovisionner un rayon plus vite que quiconque dans le quartier. Les hommes, pendant l'entraînement de base, se moquaient de lui pour ça, l'appelaient l'épicier. Riaient quand il rangeait son casier comme une vitrine de magasin, tout étiqueté, tout positionné pour la rapidité. Son sergent instructeur le trouvait maniaque, ses compagnons de chambrée le trouvaient étrange. Mais quand Danny se porta volontaire pour les blindés et fut assigné comme pourvoyeur, quelque chose fit clic. L'intérieur de la tourelle d'un Sherman était juste un autre débarras exigu. Les râteliers à munitions étaient des rayonnages, les obus des produits. Et au combat, la rapidité n'était pas une question de force. C'était une question d'économie de mouvement, de savoir exactement où devait aller sa main sans regarder. La guerre avait une manière cruelle de transformer des compétences étranges en cordes de sauvetage. Et les mains de Danny, ses mains rapides d'épicier, étaient sur le point de réécrire le manuel sur la vitesse à laquelle un Sherman pouvait tuer. Le paysage de bocage normand était un piège mortel pour les blindés américains. Chaque champ était une zone de mise à mort potentielle bordée d'épais talus de terre et de végétation ancienne qui bloquaient les lignes de vue et transformaient chaque avancée en pari aveugle. Les Allemands connaissaient ce terrain intimement. Ils l'avaient fortifié, miné et positionné leurs canons anti-chars, PAC 40, dans des positions défilées qui les rendaient presque invisibles jusqu'à ce qu'ils tirent. Ces dernières 48 heures, la 2e division blindée avait perdu 17 chars dans ce seul secteur. Des Shermans en flammes parsemaient le paysage comme des bûchers funéraires. Le canon de 75 mm d'un Sherman pouvait percer la plupart des blindages allemands à moyenne portée, mais seulement si l'équipage survivait assez longtemps pour tirer. Les équipages allemands étaient plus rapides, mieux entraînés, plus expérimentés. La météo n'aidait pas. Le brouillard matinal accrochait les terres basses, réduisant la visibilité à moins de 180 mètres. Le sol était mou après 2 jours de pluie. La boue suçait les chenilles, ralentissait les temps de rotation, rendait les repositionnements lents et bruyants. Les renseignements signalaient au moins 2 Panzer IV et de multiples positions d'infanterie dans les bois devant. La mission était simple, percer, sécuriser le carrefour, soutenir l'avancée de l'infanterie. Rien ne survivait longtemps ici, mais l'équipage de Hewitt avait un avantage que les Allemands ne connaissaient pas encore. Quelque chose de si petit, de si apparemment insignifiant, qu'il n'avait même pas été remarqué pendant l'inspection du matin. Danny Kowalski avait réorganisé les munitions. La mitrailleuse allemande ouvrit le feu la première, une rafale soutenue qui étincela sur la plaque de blindage du Sherman comme des frelons en colère. La voix de Hewitt grésilla dans l'interphone. « Tireur, lisière, 11 heures, 200 mètres, position d'infanterie derrière des troncs. » Le sergent Bill Marsh, le tireur, pivota à gauche. La tourelle gémit.
À travers sa lunette, il trouva la cible, une forme horizontale sombre, des éclairs de bouche clignotant comme des lucioles. Identifié, feu. Le 75 mm recula. La culasse claqua vers l'arrière avec un choc métallique qui fit grincer les dents. La fumée remplit la tourelle. À travers la brume, Marsh vit l'impact. Le tas de troncs se désintégra, des corps s'effondrèrent. Mais avant même que la fumée ne se dissipe, les mains de Danny bougeaient déjà. La plupart des pourvoyeurs attrapaient les obus là où ils pouvaient les atteindre, généralement dans le râtelier de près sur le plancher de la tourelle, un mélange aléatoire d'obus perforants, AP, et explosifs, HE. Pas Danny. Sa main alla exactement 15 cm sur la gauche, prit un obus HE, d'une position qu'il avait marquée ce matin-là avec un trait de craie, le fit pivoter et l'enfonça. La culasse se referma avec un claquement net. « Prêt !» cria Danny. « 3 secondes !» Marsh cligna des yeux. Le temps de rechargement standard était de 5 à 7 secondes, parfois 10 sous le stress. 3 secondes. Cible, seconde position, 10 heures, 165 mètres. Le canon tira à nouveau, et Danny atteignait déjà l'obus suivant. Les Allemands ne s'attendaient pas au second tir si rapide. Un équipage de PAC 40 se repositionnait quand l'obus HE explosa à 2,5 mètres de leur position, déchiquetant le bouclier et dispersant l'équipage. Hewitt repéra un mouvement. Plus d'infanterie se faufilant à travers le bocage, tentant de déborder à gauche. « Tireurs! 9 heures! 135 mètres! Troupes à découvert !» Marsh pivota, tira. L'obus à mitraille transforma 30 mètres de haie en zone de mise à mort. « Prêt !» La voix de Danny, régulière, calme. 2 secondes et demie. Une autre cible, un autre tir. Le rythme s'installait maintenant. Identifier, pivoter, tirer, recharger. Mais ce n'était pas seulement la rapidité. Danny avait fait quelque chose que personne dans le manuel n'avait jamais envisagé. Il avait réorganisé tout le stockage des munitions selon la séquence d'utilisation probable. Les obus HE sur le côté gauche du râtelier de près, exactement là où sa main gauche tombait naturellement après l'ouverture de la culasse. Les obus AP échelonnés à droite, les obus à mitraille dans le râtelier de sponson, marqués au ruban adhésif, positionnés pour une prise à l'aveugle. Chaque mouvement était économique. Aucun mouvement gaspillé, aucune recherche, aucune hésitation. La 4e mise hors de combat arriva à 8h51. Un semi-chenillé allemand tentant de se retirer en terrain découvert. Obus AP à travers le bloc moteur. Le véhicule tangua, chavira, s'arrêta. Des silhouettes sautèrent. Marsh les cueillit avec la mitrailleuse coaxiale, mais l'ennemi apprenait. Les tirs de retour s'intensifièrent. Un Panzerfaust hurla près de la tourelle, manquant de quelques centimètres. Un geyser de boue s'éleva sur le côté gauche. Un quasi-impact de quelque chose de plus lourd. Des mortiers, probablement. Hewitt ordonna au conducteur de reculer de 20 mètres, de se repositionner derrière un couvert plus épais. Le brouillard se levait. C'était mauvais. Cela leur donnait de meilleures lignes de vue, mais cela signifiait aussi que les Allemands pouvaient maintenant les voir clairement. Contact droit, Panzer IV, en position enterrée, 255 mètres. L'estomac de Marsh se serra. Un Panzer IV pouvait percer le blindage frontal d'un Sherman à cette distance. Le canon du char allemand se tournait déjà vers eux. Une course maintenant pure et simple, celui qui tirait le premier vivait. Tireur, AP, jonction de chenille. Marsh trouva la cible. La caisse inférieure du Panzer, juste visible au-dessus d'un talus. Une petite cible. Un tir difficile. La main de Danny bougea. L'obus AP montait déjà. Il avait anticipé l'ordre, savait ce dont on avait besoin avant que Hewitt n'ait fini de parler. L'obus glissa en place. Prêt. Marsh tira. L'obus frappa bas, exactement là où il le fallait. La chenille du Panzer explosa dans une gerbe de maillons métalliques. Le char dérapa de côté, immobilisé, son canon pivotant follement hors cible. Touché! Recharge! Achève-le! Un autre obus AP. Danny ne regarda même pas le râtelier. Sa main savait. Prêt! Le second tir pénétra le joint de tourelle.
La fumée s'échappa des écoutilles du char allemand. 5 mises hors de combat en 4 minutes. Mais les Allemands n'avaient pas fini. Un second Panzer apparut depuis la lisière, celui-là en mouvement, tourelle déjà alignée. Le premier tir arriva avant que Hewitt ne puisse le signaler. L'obus frappa le train de roulement droit du Sherman. Le char tangua violemment. À l'intérieur, l'équipage fut projeté contre ses postes. La tête de Hewitt heurta le support du périscope. Le sang coula sur sa tempe. « Nous sommes immobilisés! Conducteur! Fais-nous pivoter! Donne un angle à marche !» Le conducteur accéléra le moteur, faisant tourner la chenille gauche, faisant pivoter le Sherman immobilisé. Lentement, trop lentement. Le char allemand rechargeait. Marche pivota à droite brusquement, trouva le Panzer dans sa lunette. 220 mètres, cible mobile, en position enterrée derrière une butte. Doucement, doucement. Danny avait déjà l'obus happé dans les mains, attendant, surveillant la culasse. Prêt! L'Allemand tira à nouveau. L'obus frappa le blindage latéral de la tourelle. Un coup rasant qui ricocha dans l'air matinal, laissant une entaille profonde, mais pas de pénétration. De la chance. De la pure chance. Feu! Le tir de marche frappa le Panzer au niveau du viseur du conducteur. Le char s'arrêta net, immobile, en flammes, 6 mises hors de combat. Les mains de Danny tremblaient à maintenant, non pas de peur, mais de la répétition cinétique pure. Saisir, faire pivoter, charger. Saisir, faire pivoter, charger. Ses épaules brûlaient, son dos hurlait. La tourelle était un four. La température dépassait les 40 degrés à cause de la chaleur du canon, mais il ne s'arrêta pas. Mouvement! Infanterie! Contact multiple! 90 mètres! Il progresse dans la fumée. Obus! H.E. maintenant! 3 d'affilée! Danny les attrapa sans regarder. La mémoire musculaire prenait totalement le relais. Chaque tir encadra les Allemands qui avançaient, les forçant à reculer, brisant leur assaut. Hewitt compta les chargeurs. « Nous sommes à 60% de munitions. Surveillez vos demandes. » Mais les Allemands ne battaient pas en retraite. Ils se regroupaient. Quelque part dans cette lisière, quelqu'un d'intelligent coordonnait. Quelqu'un qui venait de voir 2 panzers mourir et qui planifiait maintenant quelque chose de différent, de pire. Puis, tout dégénéra. Danny chercha l'obus AP suivant. La mémoire musculaire guidant sa main vers le râtelier de droite, et ses doigts se refermèrent sur le vide. Il cligna des yeux, regarda en bas. Le râtelier était vide. Il avait épuisé les munitions de près plus vite qu'il ne l'avait calculé. Les obus AP restants étaient dans les râteliers de Sponson, des positions peu pratiques l'obligeant à se baisser, à atteindre au-delà de la nacelle de tourelle, à attraper des obus à l'aveugle dans des bacs de stockage conçus pour le rangement, pas pour la rapidité au combat. Son estomac se serra. « Prêt !» appela-t-il automatiquement, gagnant du temps, mais il n'y avait pas d'obus dans la culasse. Marche jeta un coup d'œil en arrière, vit le visage de Danny, comprit immédiatement. « Hewitt, plus d'AP de près! Il doit recharger depuis le Sponson !» La voix de Hewitt resta calme, mais il y avait une tension maintenant. Combien de temps? 8 secondes, peut-être 10. 8 secondes, c'était une éternité. 8 secondes, c'était assez de temps pour un équipage de chars allemands pour tirer 2 fois. 8 secondes signifiait la mort si quelque chose de blindé apparaissait dans cette lisière. Et quelque chose apparaissait. À travers la fumée, à travers le brouillard qui se dissipait, un 3e Panzer IV avançait, celui-là peint d'un camouflage embusqué, se déplaçant lentement, délibérément, commandant visible dans la coupole, scrutant les cibles. Contact, Panzer droit devant, 180 mètres. Danny bougeait déjà, tombant à genoux, plongeant la main dans le sponson, ses doigts cherchant les obus AP qu'il y avait empilés. Sa main en trouva un, tira. L'obus était lourd, maladroit sous cet angle. Il le souleva, le fit pivoter, l'enfonça. « Prêt !» 7 secondes. Marche tira. Le coup passa à côté, frôla l'aile du Panzer, ne fit rien. Le char allemand s'arrêta. Son canon se tournait vers eux maintenant. Régulier, patient, professionnel.
Les mains de Danny replongèrent dans le sponson. C'était mauvais. Vraiment mauvais. Danny ne pensa pas. Il bougea seulement. Sa main droite trouva un obus happé, le remonta, chargea. Prêt. Marche tira. La tourelle du Panzer résonna comme une cloche. Pénétration. Le char allemand trembla. Cessa de bouger. Cible à gauche. Infanterie. 75 mètres. La main de Danny descendit. Attrapa un HE dans le sponson sans regarder. Chargea. Prêt. Le canon aboya. Des silhouettes se dispersèrent. Un autre groupe. Même zone. Il chargea, tira, chargea, tira. Un Kübelwagen tenta de fuir à travers le champ. Obus happé. Le véhicule se désintégra. 3 Allemands quittèrent leur abri en courant. Marche passa à la coaxiale. Les abattit. Mouvement! Flanc droit! 110 mètres! HE! Prêt! Feu! Le monde de Danny se réduisit au mouvement. Saisir, faire pivoter, charger. Saisir, faire pivoter, charger. Ses mains étaient automatiques maintenant. Son souffle sortait par petits halètements. La sueur coulait sur son visage, lui piquant les yeux. Une autre cible. Une autre mise hors de combat. Le rythme était brutal, implacable. La voix de Hewitt continuait d'appeler les cibles. Marche continuait de tirer. Danny continuait de charger. 10 mises hors de combat. 11, 12. La lisière s'éclaircissait. Les Allemands se retiraient, enfin, rompaient le contact. La fumée planait sur le champ comme un linceul. Véhicules en flammes, équipements dispersés, corps. Le canon du Sherman rougeoyait à la bouche, puis la voix de Hewitt coupa net. « Cessez le feu! Cessez le feu! Contact rompu !» Danny s'effondra contre la paroi de la tourelle, haletant. Ses bras semblaient en plomb. Mais ce n'était pas fini. 30 secondes de silence, puis la voix de Hewitt calme et tendue. Quelque chose ne va pas. Ils se sont retirés trop proprement, trop organisés. Marche scruta à travers sa lunette. Rien ne bougeait dans la lisière. Pas d'éclair de bouche, pas de bruit de moteur. Juste de la fumée et de l'immobilité. « Peut-être qu'ils en ont fini, » chuchota Danny, plein d'espoir. « Non. » La voix de Hewitt était froide. « Quelqu'un d'intelligent est là-bas, à nous observer, à attendre que nous bougions. » Et il avait raison. À 310 mètres, dissimulé dans un fossé de drainage derrière le Kübelwagen calciné, un commandant de char allemand nommé Oberleutnant Klaus Ritter restait parfaitement immobile. Il avait observé tout l'engagement aux jumelles, regardé le Sherman américain déchirer son unité avec une rapidité impossible, regardé ses camarades mourir. Il avait compté les tirs, noté le rythme de tir, calculé la consommation de munitions. Les Américains devaient être à court. Ils le devaient. Son Panzer IV était posté 55 mètres derrière lui, en position enterrée dans une dépression. Moteur au ralenti, presque silencieux. Son équipage connaissait la procédure. Patience. Laisser l'ennemi croire que c'est fini. Le laisser se détendre. Le laisser commencer à bouger, puis le tuer. Ritter observa le Sherman à travers ses jumelles. L'écoutille du commandant était toujours fermée. Intelligent. Le char ne bougeait pas. Également intelligent. Mais il devrait bouger éventuellement. Leurs chenilles étaient endommagées. Ils auraient besoin d'un véhicule de dépannage. Ils devraient se repositionner. Et quand ils le feraient, ils les attendraient. À l'intérieur du Sherman, Hewitt prit sa décision. « Conducteur, reculons lentement. 10 mètres, mettons-nous derrière ce mur de grange. » Le moteur vrombit. La chenille gauche tourna. Le Sherman commença à pivoter. Ritter sourit. « Tireur, cible, distance 310, prenez de l'avance. » Le canon du Panzer bougea lentement, précisément. Hewitt le vit. Un éclat de mouvement dans son périscope. Son sang se glaça. « Contact, Panzer, position dissimulée, 310 mètres, pivotez à droite. » Marche orienta le canon. Ne vit rien. « Je ne le vois pas. Le fossé, derrière l'épave. » La main de Danny bougeait déjà. L'obus AP montait du sponson, mais ses bras étaient épuisés. L'obus glissa. Il le rattrapa, le chargea, trébucha. « Prêt,
4 secondes. Trop lent. Les deux canons tirèrent simultanément. Le coup allemand frappa le premier, heurta le glacis supérieur du Sherman selon un angle faible, dévia vers le haut, hurla au-dessus de la tourelle à quelques centimètres. L'impact fit violemment tanguer le char. Le casque de Hewitt heurta le rebord de l'écoutille. L'obus de marche frappa bas, heurta le talus devant le Panzer de Ritter, l'ensevelissant de terre et de débris, mais ne pénétra pas. « Rechargez !» Danny attrapa un autre obus AP. Ses mains se cramponnaient. L'obus semblait 2 fois plus lourd. Il le força dans la culasse. « Prêt !» Le Panzer allemand reculait maintenant, tentant de regagner un couvert plus profond. Ritter savait qu'il avait manqué sa chance. Son équipage se précipitait. « Feu !» Marche prit de l'avance sur la cible, visa là où le Panzer serait dans 2 secondes. Pressa la détente. L'obus frappa le char allemand en plein recul. Percuta le blindage latéral plus fin, pénétra dans le compartiment moteur. Des flammes jaillirent. Le Panzer tangua et s'arrêta. 3 silhouettes sautèrent. Ritter était l'une d'elles, titubant, l'uniforme fumant. Marche les suivit avec la coaxiale. Son doigt plana sur la détente. « Laissez-les partir », dit doucement Hewitt. Les Allemands disparurent dans la lisière. Le silence tomba. Un vrai silence, cette fois. Danny s'affaissa contre la paroi de la tourelle, la poitrine haletante. Ses mains saignaient. Des coupures des étuis d'obus, des arêtes métalliques des râteliers. Il ne l'avait pas remarqué jusqu'à maintenant. 13 mises hors de combat, un Sherman endommagé. 0 victime. Hewitt actionna la radio. Ironseed 6, ici Ironseed 22. Contact rompu. Position sécurisée. Demande véhicule de dépannage pour réparation de chenilles. Terminé. La réponse crépita. Reçu 22. Dépannage en route. Quel est votre statut? Hewitt regarda son équipage, regarda Danny, qui tremblait encore, regarda le canon, encore fumant. Opérationnel. Ce n'est qu'alors que Danny baissa la tête. Ses bras pendaient, inutiles, à ses côtés. L'adrénaline se dissipait maintenant, laissant place à une pure exhaustion. La tourelle sentait la poudre brûlée, le métal chaud et la sueur. Des étuis d'obus usés jonchaient le sol. Il les compta sans le vouloir. 37. 37 obus en un peu moins de 12 minutes. Marche ouvrit l'écoutille du pourvoyeur. De l'air frais se déversa. Frais, propre, d'une douceur impossible. Danny en avala de grandes goulées. « Ça va ?» demanda Marche. Danny hocha la tête. Ne pouvait pas encore parler. Le véhicule de dépannage arriva 40 minutes plus tard. Un sergent de maintenance grimpa sur le Sherman, inspecta la chenille endommagée, siffla doucement. « Vous avez eu de la chance, les gars. 1 pouce de plus et vous perdiez toute la barbette. » Le capitaine Brenner, le commandant de compagnie, arriva 1 heure plus tard. Il parcourut le champ de bataille avec Hewitt, comptant les épaves, les corps, les preuves. 3 Panzers, 2 semi-chenillés, un Kübelwagen, de multiples positions d'infanterie détruites. Il grimpa sur la caisse du Sherman, regarda Danny par l'écoutille ouverte. « C'est vous, le pourvoyeur ?»« Oui, mon capitaine. »« Combien d'obus avez-vous tiré avec ce canon ?»« 37, mon capitaine. » Brenner jeta un coup d'œil à sa montre, fit le calcul. Ses sourcils se levèrent. « Ce n'est pas possible. Le manuel dit... »« Je sais ce que dit le manuel, mon capitaine. » La voix de Hewitt était calme, mais ferme. Il a réorganisé les râteliers à munitions à la main ce matin, sans autorisation. Brenner fixa Danny un long moment. Puis il sourit. « Montrez-moi. » Ce que Danny Kowalski fit ce matin-là changea à jamais la doctrine des blindés américains. En 3 semaines, son rangement idiot des munitions était testé sur le champ de tir du département de l'armement à Aberdeen. En 6 mois, c'était la doctrine officielle enseignée à tout pourvoyeur dans toutes les écoles de chars, de Fort Knox à Fort Benning. Le chargement Kowalski, l'appelèrent-ils, bien que Danny n'ait jamais aimé ce nom. Réorganiser les munitions selon la probabilité de mission et l'efficacité du cheminement des mains réduisit le temps de rechargement moyen de 6,2 secondes à 3,8 secondes dans toute la force blindée.
Cela pouvait sembler peu, 2 secondes. Mais dans un combat de chars, 2 secondes, c'était la différence entre tirer le premier et mourir le premier, entre 13 mises hors de combat et devenir la 14e victime. Les équipages de chars modernes s'entraînent encore en utilisant des variations de sa technique. Le principe reste le même. Économie de mouvement, positionnement prédictif, mémoire musculaire plutôt que pensée consciente. Danny survécut à la guerre, traversa la France, la Belgique et entra en Allemagne. Il reçut la Silver Star pour ses actions près de Caen, bien qu'il la portât rarement. Après la guerre, il retourna à Pittsburgh, rouvrit l'épicerie de son père, éleva 3 enfants, ne parla jamais beaucoup de ce qui s'était passé. Mais parfois, tard la nuit, ses mains bougeaient dans son sommeil, cherchant, attrapant, chargeant des obus qui n'étaient de plus là. L'histoire se souvint de ce qu'il fit, même s'il essaya d'oublier. Le Sherman qui le porta ce matin-là, numéro de coque 2 030 et 1 489, se trouve aujourd'hui au National Armor and Cavalry Museum de Fort Moore, en Géorgie. La tourelle porte encore les marques de brûlure. Les râteliers à munitions montrent encore ses traits de craie. Et chaque pourvoyeur qui passe devant connaît le nom de Kowalski.